messieurs le modérateur, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, je me présente Benjamin Schusterman, je suis médecin essayiste réanimateur et j'ai la chance de diriger la réanimation chirurgicale de l'hôpital Lariboisière. Et je remercie le comité d'organisation de m'avoir proposé de faire cette présentation sur... Maintenant, on n'est plus dans la physiopathologie, mais on est dans l'évaluation de la surcharge hydrosodée au lit du patient. Question difficile. Mes conflits d'intérêts, si vous avez des questions là-dessus, je vous invite à me les poser. Vous pouvez le faire à la fin de la présentation. Alors ça, c'est la situation qu'on essaye d'éviter, c'est le malade qui déborde. La réanimation, finalement, c'est souvent un peu la même séquence, on remplit, puis après on vide. Et on essaye de comprendre quelle est la bonne séquence entre ces deux passages-là. Et il faut essayer d'avoir un robinet pas trop ouvert et savoir évacuer au bon moment. Et finalement, ça va passer un moment par se poser la question de est-ce que mon malade, il est en surcharge hydrosodée? Et on verra que, c'est pas si simple que ça à définir. C'est pas si simple que ça à évaluer. Et puis, la qualité de la preuve sur les actions qu'on peut mener à ce jour, elles sont assez faibles. Donc, il y a loisir à expérimenter et faire progresser les connaissances. Alors, je commence par un cas clinique. Un cas clinique qu'on a à peu près tous vécu. Monsieur H, il a 67 ans et il est venu en réanimation pour un choc septique sur une péritonite. Il y avait une tumeur sécale, une péritonite stercorale, syndrome de défense multiviscérale, il avait tout. Il avait besoin d'être rempli. Il avait de la défense respiratoire, rénale, hépatique, il n'avait plus de plaquettes. C'était un choc septique comme on en a régulièrement. Et c'était il y a quelques jours. Et finalement, avec vos bons soins, l'état du patient s'est amélioré. Il a été sevré de catécholamine assez vite. Puis finalement, tout commence à doucettement se résoudre. Et vous retrouvez comme ça à J4, J5 avec un patient qui il a pris du poids, hémodynamiquement, c'est pas la catastrophe. Il a des œdèmes un peu diffus, il urine pas beaucoup, oligurie. Alors nous, à la Lariboisière, on pose beaucoup de cathéters artériels pulmonaires, ce qui nous permet de mesurer des pressions qu'on n'a pas tous l'habitude de mesurer. Et quand on lui pose la swan, on voit qu'il a une SVO2 à pas si cata, il a des PAP un peu élevés, un débit cardiaque... on va dire nitro-bas, il a l'air plutôt adapté en plus avec la SVE2 qu'on a. PVC un peu élevé et biologiquement, la créate est stable, mais elle reste quand même au double de ce qu'elle était par rapport aux valeurs standards. Donc je suis là, je fais le tour du malade, qu'est-ce que je dois faire? Et on se pose la question, est-ce que mon patient est en surcharge hydrosodée et comment est-ce que je vais évaluer cette situation? Bon, pourquoi est-ce que ça m'intéresse de savoir, je vais passer vite dessus parce que Thomas en a parlé, mais pourquoi est-ce que ça m'intéresse de savoir s'il est en surcharge hydrosodée? C'est parce que de façon constante, on sait que la surcharge hydrosodée, de façon directe ou indirecte, est associée à des mauvais pronostics chez le malade. Et là, en termes de mortalité, constamment, la surcharge hydrosodée, c'est associé à une surmortalité. Donc, c'est pas bien, donc il faut agir dessus. Et donc, ça m'intéresse de savoir si mon patient est en surcharge hydrosodée. C'est pas bien parce que non seulement ça les fait mourir, les malades, mais aussi parce que ça provoque différentes dysfonctions d'organes. Alors, elles ont déjà été décrites précédemment, mais des atteintes hémodynamiques, des atteintes pulmonaires, des acute kidney injury, des œdèmes. Les patients, ils ont du mal à se mouvoir, ils sont pleins et lourds. Et on a envie d'améliorer les défenses d'organes, l'état du malade, permettre sa récupération, limiter les complications des cicatrices. Donc, c'est important de se poser la question. Alors, comment est-ce qu'on fait pour évaluer la surcharge hydrosodée? C'est pas si simple. Et finalement, chacun a un peu sa technique. Et on va voir aujourd'hui en revue un peu les différents moyens qu'on a à notre disposition. Mais la surcharge hydrosodée, c'est un faisceau d'arguments qui pousse vers ce diagnostic et qui peut entraîner quelques thérapeutiques. Alors, on a une enquête qui a été menée dans des pays nordiques pour savoir comment est-ce que les réanimateurs évaluaient la surcharge hydrosodée. Et c'est essentiellement la clinique qui leur permet de faire ce diagnostic. Donc, clinical findings, c'est majoritaire, surtout en termes d'œdème. Le fluid balance, c'est-à-dire le bilan entrée-sortie des fluides des patients, le poids, le débit urinaire, et puis on voit qu'après, de façon beaucoup moins importante, les paramètres de radiologie, d'oxygénation, d'échographie, voire de monitorage du débit cardiaque, rentrent en ligne de compte. C'est la clinique avant tout. Alors l'étape 1, ça va être la clinique.
Évidemment, la surcharge hydrosodée du malade, elle va dépendre d'un grand nombre de paramètres, mais elle ne survient pas n'importe quand chez n'importe qui. On a des malades qui ont une histoire clinique. Est-ce qu'ils ont été beaucoup remplis, pas beaucoup remplis? Est-ce qu'ils urinent? Est-ce qu'ils ont des antécédents cardiovasculaires qui les rendent prompts à avoir une surcharge hydrosodée ou être incapables de gérer la charge hydrosodée? Est-ce qu'ils ont des insuffisances rénales? Tout ceci sont des éléments importants à prendre en compte puisque plus j'ai d'éléments qui me disent que ce malade est à risque d'avoir une surcharge hydrosodée, plus je vais faire attention à la situation. Puis après, il y a des valeurs qu'on peut mesurer. On a le poids du malade. Alors, on peut comprendre que le poids, ça soit une chose un peu compliquée. Le poids, c'est complexe. Le malade, il perd 500 grammes de muscle par jour les premiers jours. Il peut avoir perdu différentes choses. Une augmentation du poids en réanimation, je ne pense pas qu'on soit surnourri en réanimation, en tout cas que ce ne soit pas très, très efficace. Une variation du poids à la hausse peut orienter, mais surtout, ce dont on se rend compte, c'est ce qui est utile, c'est de faire des bons bilans entrée-sortie. Et pour faire un bilan entrée-sortie de qualité, il ne faut pas juste regarder les quantités de volume de remplissage qu'on fait. Quand on regarde de façon un peu précise ce que reçoivent en quantité de volume d'eau, mais aussi de sel, les patients de réanimation, on se rend compte qu'au bout de quelques jours, les remplissages vasculaires, y compris chez les malades qui étaient en choc septique, qu'on avait besoin de remplir à fond, ça représente 5-7% du volume total qu'ils ont reçu. Ce qu'on appelle le creep fluid, le fluide rampant, celui qu'on a dans les vecteurs, celui qu'on a quand on passe un médicament avec 250, 500, parfois 1 litre, tout le fluide qu'on administre aux malades, pas à visée d'expansion volémique, va contribuer de façon très significative, c'est quasiment un tiers du volume que vont recevoir mes malades. Et donc, quand vous faites chez vous des bilans entrée-sortie, il ne faut pas se limiter à nombre de remplissages moins diurèse. Il va falloir regarder de façon un peu plus précise ce qu'on a injecté à l'intérieur de nos patients. Ensuite, au niveau clinique, on a dit, on a fait le bilan entrée-sortie, le poids. Est-ce que la pression artérielle, ça peut nous renseigner? Pas tellement, c'est moyennement corrélé avec la volémie. On peut être en congestion et hypovolémique, on peut être en surcharge et hypotendu, on peut avoir, tous les trucs sont possibles. Évidemment, si je suis avec des artères un peu rigides et en surcharge hydrosodée, il y a plus de chances que je sois hypertendu, mais ce n'est pas un excellent indicateur. Les œdèmes, c'est pas mal. Un malade n'est pas censé avoir des œdèmes partout en poteau. On peut l'examiner. Le malade qui est succulent, qui a des œdèmes partout, on verra qu'on en voit de moins en moins finalement en réanimation. Lui, il a l'air d'avoir d'avoir de la surcharge hydrosodée. Et la diurèse, ça a été discuté tout à l'heure par Thomas. Ce n'est pas un critère d'évaluation hémodynamique évident, mais ça peut informer des conséquences d'une surcharge et il va falloir qu'on investigue un petit peu plus. Donc là, on a commencé par l'examen clinique. Je regarde mon malade, je le touche, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé les jours précédents. L'étape 2, on va commencer avec les examens paracliniques standards. Qu'est-ce que j'ai dans ce que j'ai au quotidien qui peut m'indiquer que ce malade il est en surcharge hydrosodée? Biologiquement, il n'y a pas énormément de paramètres qu'on peut utiliser. Évidemment, on va commencer par les paramètres standards, parce que le malade il a l'air d'être ces derniers temps plus en train de s'hémoconcentrer, s'hémodiluer, même si ça va nous renseigner un peu sur le secteur intravasculaire et pas sur ce qui se passe au niveau interstitiel. Et puis on commence à se poser la question des biomarqueurs. Est-ce qu'il y a des biomarqueurs qui peuvent nous renseigner sur la surcharge hydrosodée? Alors la BNP, NT-proBNP, est-ce que c'est utile? Ça a été étudié pas mal dans la littérature cardiovasculaire, mais également en réanimation. Et on voit que BNP, ça monte avec la fluid balance, avec le bilan entrée-sortie. On a plutôt tendance à avoir une augmentation du BNP quand on est en surcharge hydrosodée. Et ce qui renseigne plus que la valeur absolue du BNP, c'est les variations de BNP. C'est-à-dire qu'on a des malades qui peuvent avoir un BNP de base qui est un peu élevé parce qu'ils ont de l'insuffisance cardiaque, un peu élevé parce qu'ils ont de l'insuffisance rénale, un peu élevé parce qu'ils ont des médicaments qui inhibent la dégradation du BNP. Et avoir un BNP qui augmente en réanimation, ça peut être un indice que ce malade se trouve en surcharge, notamment sur le secteur vasculaire. On voit que cette corrélation, elle est un peu molle. C'est pas très évident que le BNP qui monte, c'est certain que ça soit une surcharge hydrosodée ou que s'il y a une surcharge hydrosodée, que le BNP va monter en flèche. Ça fait partie du faisceau d'arguments. Et évidemment, le BNP, il est à prendre en compte avec une analyse des antécédents du malade et notamment de sa fonction cardiaque.
il y a des nouveaux biomarqueurs qui sont proposés. Donc, il y a des biomarqueurs de distension veineuse, le CD146 qui a été proposé. Je vais passer un peu vite dessus, mais on voit que quand on fait des trucs assez rigolos, qui consistent à faire gonfler des veines sur des membres qui sont, sur lesquels on a mis un garrot, bah, ça fait monter le CD146, mais sans toucher trop au BNP, dans différentes parties de l'individu. Donc, et on sait maintenant que le CD146 est sécrété essentiellement par des veines. Et dans des études cliniques, plutôt chez des malades cardio, mais qui ont des pathologies dyspnéiques, on voit que le CD146, ça corrèle avec des marqueurs habituels utilisés pour évaluer la congestion, que ce soit la PVC ou le diamètre de la veine cave inférieure. Pas disponible partout, donc pour l'instant, c'est juste un peu pour donner un peu un goût de ce qui se prépare. La radiographie du thorax, tous nos malades ont des radiographies du thorax, et ben, je suis intéressé de savoir si j'ai l'impression que la radiographie est sèche ou mouillée, est-ce qu'il y a des images interstitielles, est-ce qu'il y a des épanchements, ça c'est une image typique de malade de réanimation. On va compléter évidemment avec d'autres examens qu'on verra par la suite, mais ça nous donne un peu une idée de ce qui se passe et quelles peuvent être les conséquences de cette surcharge hydrosodée, parce qu'il ne suffit pas d'avoir en valeur absolue un bilan entrée-sortie positif. On va voir que ça peut avoir des conséquences, ça peut entraîner des épanchements, ça peut être à l'origine d'hypoxémie. On a vu que ça pouvait contribuer à des dysfonctions d'organes. Donc c'est important de regarder ça au niveau pulmonaire. Donc opacité, épanchement, est-ce que je vais le confirmer derrière de différentes façons. Et nous, dans notre monitorage, nos patients, ils ont souvent des cathéters en cave supérieure et quitte à avoir un cathéter à cet endroit-là, autant poser un capteur de pression pour aller voir ce qui se passe en termes de pression dans les vaisseaux. Et donc nous, on aime bien la PVC. Alors la PVC, est-ce que c'est un super marqueur de volémie, de monitorage hémodynamique? En théorie, la PVC, quand c'est très très bas, les patients ils répondent au fluide. Quand c'est trop trop haut, les patients ne répondent pas au fluide. Et puis quand ils sont hypovolémiques, c'est bas. Et puis quand ils sont hypervolémiques, c'est haut. Bon, ça, c'est plutôt la théorie, puisque en pratique, quand on regarde comment est-ce qu'une valeur de PVC peut prédire quoi que ce soit sur le management de fluide chez un malade, c'est globalement nul. Une valeur de PVC, quand on prend de façon linéaire, ça ne permet pas vraiment de prédire l'état hémodynamique du malade, sauf quand on les prend à des valeurs extrêmes. Un malade qui a 0, moins 1 de PVC, il a quand même de très fortes chances d'être plutôt sur le versant hypovolémique. Et un malade qui a 20 de PVC, il a quand même de plus fortes chances d'être sur le côté hypervolémique. C'est possible que ce soit le contraire, mais il va falloir nous montrer quand et comment ce malade se retrouve dans cette situation-là. On a dit la PVC, qui est donc c'est la pression à laquelle va s'opposer le retour veineux, c'est associé à des dysfonctions d'organes, et notamment l'insuffisance rénale aiguë ou la persistance de l'insuffisance rénale aiguë. Ça avait été montré par Mathieu Legrand, et nous on l'a remontré récemment dans une cohorte de patients Covid, que globalement, au-dessus de 10 de PVC, on commence à se retrouver à des risques de défaillance d'organes liés à de la congestion veineuse. Donc les valeurs uniques de PVC, faible corrélation avec des valeurs extrêmes qui sont intéressantes. Les variations de PVC, elles, sont plutôt intéressantes. Un malade qui monte progressivement sa PVC, on peut se dire qu'il se passe quelque chose sur son secteur cardiovasculaire, en particulier veineux, en termes de volémie. Et évidemment, c'est à interpréter avec une évaluation de la fonction cardiaque, les fuites capillaires, de savoir si c'est un malade qui a de l'hypertension artérielle pulmonaire chronique, par exemple, ou différentes conditions cardiaques. Et maintenant, on arrive à l'outil. On a tous des outils. Ça devient l'échographie, c'est un outil de l'examen clinique, le 6e axe de l'examen clinique, l'échographie du malade. Et je pense qu'il y a quasiment plus de malades qui n'a pas une évaluation hémodynamique quand il a été un petit peu grave, un petit peu en état de choc. Et on va voir comment est-ce qu'on peut essayer, grâce à cet outil, d'évaluer si notre malade est en surcharge hydrosodée ou pas. De façon assez pragmatique, l'échographie pulmonaire, ça va apporter la confirmation un peu de ce qu'on a vu précédemment avec la radiographie. Est-ce qu'il a des lignes B? Est-ce qu'il a des épanchements? Ça va nous renseigner un peu sur le fait de, chez des malades qui ont parfois des syndromes inflammatoires importants, qui ont des poumons qui sont avec de la fuite capillaire, est-ce qu'il y a de l'œdème interstitiel? Est-ce qu'il y a de l'épanchement pleural? Vous connaissez ça par cœur. Diamètre de la veine cave inférieure, c'est très à la mode pour essayer de prédire quelque chose, que ce soit la réponse au remplissage ou la volémie. En tant que tel, moi, je ne suis pas extrêmement fan. C'est un truc qui a été développé pour prédire la pression, la PVC.
autant mesurer la PVC si on est capable de le faire. Et en plus, c'est surtout pour l'hypovolémie, un peu moins pour l'hypervolémie, on va le voir. Il y a une variabilité de mesure qui est très importante. L'écho-cœur. Est-ce que l'écho-cœur est un bon indicateur de la congestion? Bon, je ne sais pas, mais on a des éléments qui suggèrent que le malade puisse être en hypervolémie si toutes les cavités sont dilatées, en particulier les cavités droites, si on a un bombement du septum interauriculaire, le Doppler pulsé peut donner des renseignements, et puis l'absence de réponse à certaines manœuvres peut indiquer qu'on a atteint une volémie qui est suffisante, qu'on n'est plus en précharge dépendance, qu'en fait, surtout qu'à ce moment-là, il faut arrêter d'apporter du volume. Mais tout ceci sont des signes indicatifs. Quand ils sont présents, c'est souvent bien associé avec une congestion, mais leur absence ne veut pas dire qu'il n'y a pas une surcharge volémique chez les malades. Et dans pas mal d'études, notamment celles que je vais présenter par la suite, on va voir que les performances de l'échographie ne sont pas excellentes. Et enfin, très à la mode, le Vexus, le Doppler veineux. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes abonné sur Twitter et LinkedIn à ces groupes qui font du Vexus. On a l'impression que le Vexus, c'est la panacée, ça peut tout faire. Le Vexus, ça va sauver le malade de réanimation. J'aimerais bien, mais on n'y est peut-être pas encore. Alors, qu'est-ce que c'est que le Vexus? Bon, déjà, le Vexus, c'est un truc qui est apparu assez récemment. C'est de plus en plus tendance, on en parle à tous les congrès. Mais quand on regarde l'état de l'art aujourd'hui, on est à 90 papiers. C'est encore un peu faiblard. Donc, attendons de voir ce qui va arriver. Et vous-même, pouvez contribuer à faire des papiers sur le Vexus, qui, en pratique, consiste à faire de l'échodoppler, de l'échographie anatomique et Doppler veineux, de différents axes veineux, qui sont les veines hépatiques, les veines portales, les veines rénales, et on va voir le diamètre de la veine cave inférieure. Ce n'est pas très compliqué, ça nécessite quand même, il y a une courbe d'apprentissage, il y a besoin d'un petit peu d'entraînement pour être un peu reproductible, même si ce n'est pas très reproductible en fait, comme technique. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Il y a des auteurs, Philippe Erola et sa bande, ils ont proposé un score, le Vexus score, qui commence par regarder le diamètre de la veine cave inférieure. S'il est supérieur à 2 cm, on va aller regarder les veines hépatiques, les veines portes et le tronc et les veines rénales. Et en fait, on voit qu'on a un aspect, ce qui est un aspect normal du flux veineux avec une systole supérieure à la diastole. Et ça, c'est vrai à peu près tout le temps. Qu'on a des aspects qui sont biphasiques. Et plus on va avoir de la congestion, plus on va avoir des difficultés au retour veineux, plus on va avoir une diminution de l'onde au niveau systolique et augmentation diastolique, jusqu'à avoir carrément une inversion dans les veines hépatiques. On va avoir une pulsatilité qui est anormale dans les veines portes, et on va avoir un quasi-arrêt du retour veineux dans les veines rénales quand on est en congestion. Comme ça semble pas mal quand même comme idée. On est dans un truc qui est un peu fonctionnel, c'est pas des valeurs arbitraires, on étudie l'interaction vaisseau, cœur, ça devrait bien marcher. Moyen. Donc, je vous ai dit, ça commençait par des motivés qui ont montré des situations cliniques un peu caricaturales, où le malade, au début, il est en congestion catastrophique, on l'a déplété de 3 litres, et il a normalisé son score Vexus. Ça y est, preuve est faite. Mais une série de cas, ça n'emporte pas forcément l'adhésion. Et quand on commence à regarder un peu à quoi c'est corrélé, de quoi c'est le nom, le Vexus score. Donc on a compris que la PVC, c'était un truc qui était assez important. Comment est-ce que le Vexus interagit avec le PVC? On voit que quand on a des valeurs très élevées du score Vexus, on est sûr d'avoir des PVC élevés. Par contre, dans les valeurs basses, c'est un peu mou comme corrélation. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, que si ce n'est pas la PVC, ça ne sert à rien. Mais alors dans ce cas-là, il va falloir me montrer qu'avec des corrélats cliniques importants pour le malade, ça peut marcher. Et donc, on commençait des études qui ont commencé à regarder le Vexus score dans différentes cohortes de population, et notamment chez des malades qui ont des insuffisances rénales aiguës et chez qui le management hémodynamique est plus compliqué. Première chose, la congestion, c'est plus rare que prévu.
En fait, quand on regarde des gens qui ont des scores Vexus qui sont élevés à 2, 3, c'est vraiment assez rare. Et puis en plus, ça devient de plus en plus rare au cours du temps, probablement parce qu'on a aujourd'hui une meilleure gestion des fluides. D'ailleurs, le Vexus, même s'il est élevé, il est moyennement corrélé à la survenue d'acquis. Alors ensuite, on a regardé si peut-être que le Vexus et d'autres paramètres d'évaluation de la congestion pouvaient prédire la réponse au diurétique. Parce que si le malade répond bien au diurétique, peut-être qu'il est congestif. Et on se rend compte que les paramètres hémodynamiques habituels, que ce soit clinique ou d'échographie cardiaque, ne marchent pas très très bien. Et que le Vexus, il ne prédit pas ou très peu la réponse au diurétique. Donc on manque un peu de preuve de l'efficacité et du fait de cibler le Vexus en pratique clinique. Et puis en plus, on se rend compte qu'on a un peu du mal à définir exactement ce que c'est que la surcharge ou la congestion, puisque est-ce qu'on parle de ce qui se passe dans les vaisseaux, est-ce qu'on parle de ce qui se passe dans les tissus, et il y a peut-être un distinguo à faire entre les deux chez ces malades qui ont quitté la phase très très aiguë initiale où ils étaient hypotendus, on avait besoin de les remplir. Maintenant, il y a des moments où on peut dire ils sont en surcharge, mais intravasculaire dry, quoi. Ils sont secs à l'intérieur du secteur intravasculaire. Donc un peu compliqué. Et donc il y a des équipes françaises qui se sont intéressées à savoir est-ce que on peut catégoriser différemment les malades qui sont dits en congestion. Et pour faire bref, ils ont trouvé 3 profils en prenant plusieurs paramètres cliniques analysés avec de l'IA, qui sont la congestion systémique, la congestion hémodynamique, mais encore compensée, et puis la congestion hémodynamique non compensée en défaillance. Et on voit que ces 3 tableaux, qui parfois se chevauchent, parfois pas, mais de 1 à 3 sont associés à beaucoup, un peu ou moyennement de congestion et de surcharge volémique. Il y a des études qui sont en cours pour essayer de voir, à partir d'études déjà existantes, si le Vexus peut être un endpoint clinique intéressant pour la réanimation secondaire de nos malades. Et donc, est-ce qu'on est prêt pour le prime time du Vexus ? Je crois que c'est un travail qui est en cours, donc plutôt pas très très content pour le moment. C'est pas assez validé, notamment en termes d'outcome clinique. Donc, c'est pas très compliqué à faire. Il faut se former, mais allez-y. Peut-être qu'on y trouvera, qu'on validera une certaine utilité. Donc pour conclure, alors, si la surcharge hydrosodée, c'est un diagnostic basé sur un ensemble de paramètres cliniques et paracliniques. Il y a plusieurs profils avec des potentielles réponses différentes au traitement. On peut faire des tests thérapeutiques pour savoir où est-ce qu'on en est. C'est surtout la déplétion. Il vaut mieux prévenir que guérir la surcharge. Et on voit qu'aujourd'hui, avec nos réanimations à plus bas volume, finalement, on a moins de malades un peu bibonhomes. Et surtout, le traitement de la surcharge hydrosodée, c'est rarement une urgence à traiter au milieu de la nuit. On a le temps de se poser la question, de savoir qu'est-ce qui va bénéficier au malade et où est-ce qu'il en est. C'est pas je tire à pile ou face, diurétique ou ringer lactate. J'ai le temps de l'évaluer. Donc merci pour votre attention et je serai ravi de prendre vos questions.